Bonjour, bienvenue au webinaire sur la conciliation études travail des jeunes adolescents et adolescentes organisé par Cosmos. Je me présente, je suis Sophie Archambault, agente de liaison et d'expertise en réussite éducative pour Cosmos Bas-Saint-Laurent. C'est moi qui ai le plaisir d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Avant de débuter, je vous rappelle quelques consignes pour optimiser votre écoute. On est en mode webinaire, donc votre micro et votre caméra sont fermés. En tout temps, vous allez pouvoir utiliser l'outil questions et réponses en bas de votre fenêtre Zoom pour poser vos questions. Les invités y répondront en seconde partie du webinaire. Mon collègue Louis-Philippe agira comme modérateur et lira les questions qui seront adressées aux spécialistes. Le webinaire est enregistré. L'enregistrement ainsi que certains documents présentés durant le webinaire seront déposés sur notre site web. Un courriel vous sera envoyé à cet effet dès qu'ils seront disponibles. À la fin du webinaire, vous verrez un court sondage d'appréciation. Merci de prendre le temps d'y répondre avant de quitter. Donc, avant de commencer, je vois que les gens sont tous connectés. Merci d'être là. On souhaite savoir, à des fins statistiques seulement, puis c'est de façon anonyme, là, on veut savoir à qui on s'adresse. Donc, je demanderai à Ludovic de lancer le petit sondage qui va apparaître. Donc, merci d'y répondre. On est 23 personnes en ligne aujourd'hui. Donc, 25 on a des parents avec nous, bienvenue. 38 des professionnels qui travaillent avec les jeunes et 38 autres professionnels du milieu. Merci. Donc, en guise de rappel, ou pour tous ceux et celles qui se demandent c'est quoi Cosmos? Eh bien, c'est une démarche de concertation qui a pour mission de soutenir le développement des jeunes de leur naissance à l'âge adulte. Déployée dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, la démarche Cosmos réunit les partenaires autour des enjeux de la petite enfance, des saines habitudes de vie, de l'intégration socio-professionnelle et aussi en prévention de la maltraitance et en réussite éducative. Je n'irai pas plus loin parce qu'on pourrait faire le sujet pourrait faire l'objet d'un webinaire en entier, mais pour en savoir davantage, je vous invite à visiter notre site www.cosmos.qc.ca. Alors, nous profitons de la journée de la persévérance scolaire pour offrir aux parents un espace d'information et d'échange sur un sujet qui est sur toutes les lèvres et les fils de presse ces temps-ci, le travail des jeunes. Selon un récent sondage de la firme Léger auprès de 1000 Québécois et Québécoises, 71 des gens sondés se montrent préoccupés par le contexte de rareté de main-d'œuvre, qui pourrait inciter les jeunes à travailler plus tôt qu'à terminer leurs études. On parle ici de l'impact possible sur le taux de diplomation des jeunes. Mais bien avant qu'ils obtiennent leur diplôme, les jeunes sont tentés par le marché du travail et nous constatons que le phénomène de la rareté de main-d'œuvre incite les employeurs à engager les jeunes de plus en plus jeunes. En effet, les données les plus récentes de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire, qui date de 2017, c'est pas si récent, mais c'est les plus récentes, rapportent que plus d'un élève du secondaire sur deux travaillait pendant l'année scolaire et que près de 12 d'entre eux consacraient 16 heures ou plus par semaine à leur emploi. Cette donnée a été réaffirmée dans une étude sur la santé psychologique des jeunes au secondaire de la Dr Généreux la semaine dernière, qui affirme qu'un élève sur deux en secondaire 1, donc 50 des jeunes de secondaire 1, travaillent actuellement et 20 d'entre eux travaillent plus de 15 heures par semaine. Il peut donc s'agir d'un sujet d'actualité dans votre famille, puis les préoccupations face à la réussite éducative de vos enfants sont tout à fait légitimes. Afin que vous puissiez être éclairés sur ce sujet, nous avons rassemblé 3 spécialistes qui sont ici pour vous parler du cadre légal du travail des jeunes au Québec, de santé et de sécurité au travail, des impacts bénéfiques d'occuper un emploi, ainsi que de l'importance d'une saine conciliation études-travail-vie personnelle pour favoriser la réussite éducative. Laissez-moi donc vous présenter les 3 personnes qui prendront la parole aujourd'hui. Ils s'adresseront à vous dans l'ordre où je vous les présente. Rémi Leclerc est au service de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, depuis 2012. Il a occupé un poste d'agent de relations clients, d'inspecteur enquêteur et travaille actuellement à titre de conseiller à la prévention aux normes du travail pour la direction de la prévention des enquêtes et des permis. Martine Bernier est diplômée en réadaptation physique depuis 2001.
Après avoir travaillé plus de 20 ans auprès des personnes accidentées, elle décide de faire le saut du côté de la prévention. Conseillère en prévention à la CNESST depuis 2021, elle travaille maintenant auprès de différentes clientèles pour faire de la sécurité une valeur sociétale. Et Josée Chouinard. Josée est conseillère en orientation depuis 20 ans avec les élèves de l'école secondaire Shannon-Baudet de Saint-Pascal et elle participe à la table de concertation en persévérance scolaire réussite éducative de Cosmos Kamouraska depuis maintenant 2012. Elle soutient les élèves dans leur projet de carrière et offre un support important à la persévérance scolaire. Bien connectée à la réalité des jeunes, elle est bien au fait des défis et des opportunités actuelles qu'offre la conciliation études-travail chez les jeunes. Donc, c'est parti pour les présentations. Rémi, je vous laisse la parole. Merci Sophie. Bonjour à tous et merci à Cosmos de nous avoir invités. Pardon. Aujourd'hui, je vais vous parler des normes du travail et plus spécifiquement du travail des enfants. Pardon. Un plan de la présentation sur le travail des enfants de façon spécifique. 3 points. Particularités en matière d'horaire. Autrement dit, on va parler ici de l'horaire de travail en période scolaire, le travail de nuit. On va parler du consentement parental, l'autorisation parentale écrite. Et on va vous proposer un modèle si l'employeur n'en a pas. Et le respect de l'intégrité physique des travailleurs. Donc, avant de débuter, Jeunes au travail et CNESST. Donc, la législation québécoise ne définit pas encore d'âge minimal pour avoir un emploi. Toutefois, certaines conditions particulières s'appliquent. C'est ce que nous allons voir bientôt. Il est également important de rappeler que les jeunes travailleurs ont les mêmes droits et obligations que l'ensemble des travailleurs et que les employeurs ont les mêmes droits et obligations, bien sûr, envers les jeunes travailleurs et travailleuses. On va voir quelques normes ici, des conditions minimales de travail, le salaire, évidemment, on doit recevoir le salaire minimum. Les heures supplémentaires font partie du salaire. Un salaire doit être versé au maximum de 16 jours à intervalles réguliers. Lorsqu'on reçoit ce salaire, on peut le recevoir en chèque, en dépôt direct, en argent comptant. Avec le salaire, on doit avoir un bulletin de paye. Ici, on insiste sur le fait de noter les heures travaillées pour pouvoir les comparer avec les heures payées sur le bulletin de paye. On a une application à cet effet, facile à utiliser, s'installe sur cellulaire, Ma Paye. Vous pouvez la télécharger. Ensuite, les indemnités de congés annuels et les fériés. Autrement dit, congés annuels, c'est les vacances, le 4 %, même si la réalité des jeunes fait en sorte qu'ils travaillent pendant les vacances scolaires. Ils ont quand même droit au 4 % en fin d'emploi ou s'ils demeurent en emploi, ils vont avoir droit au 4 % à la fin de la période de référence de l'entreprise. Les fériés, il faut se rappeler, sont toujours payables. Toujours. Si votre enfant travaille un férié, on paye l'indemnité du jour férié, 1/20 du salaire brut gagné au cours des 4 semaines précédant la semaine du congé et on paye également les heures travaillées. Évidemment, la CNESST, ce n'est pas que les normes du travail. Équité salariale, reconnaissance du travail féminin à sa juste valeur. Il y a aussi, les travailleurs ont aussi droit à un environnement sain, sécuritaire et exempt de harcèlement. Et si réclamation il y a en cas d'accident de travail, de maladie professionnelle, il pourrait y avoir indemnité de remplacement de revenus et possiblement réadaptation physique. Ensuite, entrons dans le spécifique, le travail des enfants, l'horaire de travail pour les jeunes de moins de 16 ans. Donc, au Québec, les jeunes doivent aller à l'école jusqu'à 16 ans en vertu de la loi sur l'instruction publique. C'est l'obligation de fréquentation scolaire. Il est donc évident qu'un enfant ne puisse pas travailler au détriment de son obligation de fréquenter l'école. Votre enfant ne peut donc pas travailler sur 16 heures de classe jusqu'au dernier jour de la ligne scolaire de ses 16 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme de secondaire 5. Son horaire doit toujours lui permettre d'être présent à l'école pendant les heures de classe. Un employeur ne peut demander qu'un jeune employé s'absente de l'école pour le travail. Toujours l'horaire de travail, mais le travail de nuit. Donc, un jeune est tenu d'aller à l'école et doit aussi pouvoir être à son domicile entre 23 heures et 6 heures. Ceci s'applique en tout temps, la fin de semaine, pendant le congé d'été et même lors de périodes plus achalandées au travail. L'employeur a donc l'obligation de tenir compte de ces limites au moment de prévoir l'horaire.
Il doit également considérer le temps de déplacement pour le retour à la maison pour que le jeune travailleur puisse être à la maison avant 23 heures et ne la quitte pas avant 6 heures du matin. Il existe par contre quelques exceptions et cette obligation ne s'applique pas aux jeunes qui livrent des journaux, gardent des enfants de façon occasionnelle, participent à des productions artistiques, théâtre, cinéma, télévision, danse, musique, etc., ou travaillent pour un organisme à vocation sociale ou communautaire comme un camp de vacances ou un centre de loisirs nécessitant de se loger sur place. Bien sûr, dans cette situation, présence en classe ne doit pas être requise pour le lendemain. Deuxième point, autorisation parentale pour les jeunes de moins de 14 ans. Pour embaucher un jeune de moins de 14 ans, un employeur doit obtenir une autorisation écrite de ses parents ou de son tuteur. C'est bien sûr l'obligation de l'employeur d'avoir une autorisation écrite. S'il n'en a pas, bien sûr, vous pouvez assurément lui suggérer notre modèle qui est disponible sur notre site Internet. Vous pouvez également voir qu'il y a ici une description pour les principales tâches qui, assurément, pourraient éclairer votre décision de signer un tel formulaire. Ensuite, dernier point, respect de l'intégrité pour tous les jeunes de moins de 18 ans. Donc, la notion d'enfant n'est pas définie dans notre loi. Donc, il y a lieu de conclure qu'elle s'applique à toute personne de moins de 18 ans. Il est interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de porter atteinte à son éducation, à sa santé ou à son développement. Quant au type de travail interdit, il peut s'agir par exemple de celui qui comporte un trop grand nombre d'heures consécutives de travail par rapport à l'âge de l'enfant ou celui qui comporte des exigences physiques trop grandes, eu égard bien sûr à la capacité physique de l'enfant. Pour terminer, un petit tableau en résumé afin de garder les grandes lignes en mémoire. Travail des jeunes, moins de 14 ans, peut travailler si son parent ou son tuteur fournit une autorisation écrite à son employeur. Moins de 16 ans et sans diplôme de secondaire 5, son horaire doit lui permettre d'être présent à l'école pendant les heures de classe. Son horaire doit lui permettre également d'être chez lui entre 23 heures et 6 heures, transport inclus, sauf les exceptions que nous avons vues, et moins de 18 ans sans obligation d'aller à l'école. Aucune restriction sur l'horaire de travail, par contre, le respect de l'intégrité physique en tout temps. Merci à vous. Merci beaucoup, Rémi, de ces informations. Je vais maintenant laisser la parole à Martine Bernier. Merci Sophie, merci Rémi pour les informations pour les normes du travail. On va poursuivre maintenant avec le côté santé-sécurité. Rémi a bien mis la table tantôt en nous disant que peu importe l'âge des travailleurs, les obligations, les droits et les obligations demeurent les mêmes pour les travailleurs et pour les employeurs. Donc, gardez ça en tête, même si votre jeune a 12 ans, il a les mêmes droits, les mêmes obligations qu'un travailleur de 50 ans, par exemple. On va y aller avec quelques statistiques au Québec. Dans le fond, quand à la CNESST, on parle de jeunes travailleurs, on parle de la tranche d'âge de 12 à 24 ans. Donc, vous allez voir, là, on va vous afficher les statistiques. C'est quand même assez alarmant parce qu'il y a environ 32 jeunes par jour qui sont blessés. Il y a 4 jeunes par mois qui sont amputés et il y a en moyenne 6 jeunes par année qui perdent la vie. Quand on parle de 32 jeunes par jour qui sont blessés, là, c'est l'équivalent d'un autobus scolaire. Fait que, on ne peut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment qu'on fasse du pouce là-dessus puis qu'on sensibilise au maximum cette clientèle-là. On peut poursuivre. Donc, pourquoi accorder une attention particulière aux jeunes travailleurs et travailleuses? Bien, la raison est simple. C'est parce que c'est des nouveaux travailleurs sur le marché du travail. Puis, quand on est nouveau travailleur, on risque davantage de se blesser parce que la notion de nouveauté en emploi égale souvent manque d'expérience, puis par le fait même, accident de travail. On va maintenant poursuivre avec les droits et les obligations. L'importance de connaître les droits, leurs responsabilités et leurs obligations en matière de travail est primordiale pour nos jeunes.
c'est en les sensibilisant dès le plus jeune âge que l'on pourra développer une culture de prévention avec les travailleurs et les travailleuses ainsi que les employeurs de demain. Ce que je vous présente ici, c'est en fait les articles 49 et 51 de la loi sur la santé et la sécurité du travail. On a mis ça, on a fait un résumé, puis c'est exactement la même diapositive que je présente quand je vais dans les écoles pour essayer de faire comprendre aux jeunes que même si dans la loi, ça semble compliqué, les obligations de un et de l'autre, quand on y va avec la logique, bien, ça fait bien du sens. Puis, pourquoi on a mis ça, si vous voyez le dessin, dans le fond, c'est que les obligations des employeurs et des travailleurs ont été mises sur une balance. Fait que comment je l'explique aux jeunes, c'est que si chacun des parties respecte ses obligations, ben, dans le milieu de travail, il va y avoir un équilibre. Mais si de part et d'autre, il y a les employeurs ou les travailleurs ne respectent pas leurs obligations, ben, la balance va pencher d'un côté, puis ça va mal aller dans le milieu de travail. Je vais vous expliquer là, les 4 obligations de l'employeur pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est exactement. Donc, l'employeur, sa première obligation, c'est de te fournir tous les moyens et équipements dont tu as besoin pour être en sécurité. Ici, quand on parle d'équipements, on pourrait penser aux équipements de protection individuelle. Un employeur qui exige, exemple, des bottes capées, des lunettes de sécurité, des bouchons d'oreilles, s'il l'exige pour faire des tâches, ben, il doit vous les payer. Les jeunes n'ont pas, ben, les jeunes ou les vieux, là, peu importe la clientèle, si l'employeur l'exige, vous n'avez pas à payer pour les équipements de protection individuelle. C'est un peu la même chose pour les moyens pour être en sécurité. L'employeur a des obligations par rapport à ça. Par exemple, si on pense à un jeune qui travaillerait dans un dépanneur, dans une épicerie, bien, ça pourrait être un bouton de sécurité si jamais il y avait un hold-up ou un vol à main armée au dépanneur ou à l'épicerie. La deuxième obligation de l'employeur, c'est d'assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriée. La formation, ça peut être en présentiel, ça peut être en virtuel. La forme, ça n'a pas d'importance, sauf qu'il faut que l'employeur donne de la formation à ses nouveaux travailleurs, aux jeunes, pour qu'ils puissent savoir c'est quoi les tâches qu'ils vont effectuer, comment ils doivent les effectuer, puis qu'ils soient en sécurité. Au niveau de l'entraînement, ben, c'est le training qu'on appelle. Hein, l'employeur doit s'assurer que le jeune soit jumelé avec une personne d'expérience pour pouvoir voir c'est quoi, comment effectuer ses tâches adéquatement, puis en toute sécurité. Puis la supervision, ben, en fait, c'est pas parce que le jeune a eu sa formation et son training qu'on l'abandonne comme ça. L'employeur doit s'assurer que le jeune ait une supervision par la suite. Ça peut être par un gérant, ça peut être par un directeur de service, ça peut être par l'employeur lui-même, mais il faut faire un suivi avec le jeune pour s'assurer que ça se passe bien, qu'il fasse ses tâches en sécurité, puis s'il y a des questions à poser, qu'il y ait une personne ressource pour pouvoir la poser. La troisième obligation, c'est de t'informer des risques reliés à ton travail. Hein, si vous êtes comme moi, quand on parle à nos jeunes, ben, on va souvent entendre dire « Ouais, mais moi, il n'y en a pas de risque dans mon milieu. » Mais il y en a dans tous les milieux, que ce soit dans un garage, dans un dépanneur, dans un bureau, dans une shop, peu importe le lieu de travail, il y a toujours des risques. Puis l'employeur a l'obligation d'informer les travailleurs de ces risques-là qui sont présents. Et la quatrième obligation de l'employeur, c'est d'équiper les postes de travail et aménager les lieux de façon sécuritaire. On pourrait penser, entre autres, si la personne travaille dans une boutique, bien, il devrait y avoir une issue de secours si jamais il y a le feu, si jamais il arrive une situation quelconque. La sortie de secours doit être libre pour que la personne puisse sortir. Puis, ça pourrait être aussi pour les postes de travail, par exemple, si on pense à la COVID, souvent on voyait des plexiglas qui séparaient les commis à l'épicerie ou au dépanneur avec le reste de la clientèle. Donc, ça pourrait être un moyen d'équiper les postes de façon sécuritaire. Si on va de l'autre côté pour les obligations des travailleurs,
En fait, les travailleurs doivent respecter les règles de sécurité en vigueur dans l'établissement. L'employeur il a l'obligation d'en mettre des règles de sécurité, mais d'autre part, le travailleur a l'obligation de les respecter. Si, par exemple, il y a une politique de drogue, d'alcool, de médicaments, harcèlement psychologique, ben, le travailleur doit en prendre connaissance puis il doit respecter ces règles-là. Même affaire pour s'il y a des méthodes de travail qui sont appliquées dans le milieu où le jeune travaille, ben, il doit respecter ces méthodes de travail-là. La deuxième obligation du travailleur, c'est de participer à l'élimination des dangers dans les lieux de travail. Souvent, nos jeunes vont penser que c'est à l'employeur à identifier les risques et les éliminer. Mais chaque travailleur dans une entreprise a l'obligation de participer à l'identification et à l'élimination des risques si c'est possible. Du moins, n'en parler à une personne plus haute que lui, ça pourrait être son gérant, ça pourrait être son superviseur. Ça va, vous m'entendez toujours? On a eu une petite coupure de son là, de mon côté. OK. Vous pouvez poursuivre. OK. Si c'est ça, le jeune voit des risques dans l'entreprise, ben, il se doit d'en parler ou de les éliminer tout simplement. Et la dernière obligation, ben, c'est de porter les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur. Tantôt, on dit que l'employeur a l'obligation de les fournir, mais le jeune, lui, a l'obligation de les porter et d'être formé pour les porter adéquatement, dans le fond, pour venir contrebalancer là, ce qu'on demandait pour l'employeur tantôt. On peut poursuivre. Outre les obligations que je viens de vous présenter, il y a certaines tâches qui sont aussi réglementées dans la loi sur la santé et la sécurité, dont les chariots élévateurs. Si je vous en parle ici, c'est parce que ces conditions-là sont souvent méconnues ou non respectées chez les employeurs, autant par les employeurs que par les travailleurs. Donc, il y a deux conditions pour la conduite de chariot élévateur. La première condition, c'est d'avoir la formation de cariste. C'est une formation qui existe, qui est donnée par des associations spécifiques. Puis, si on veut conduire un chariot élévateur, il faut avoir suivi la formation. Et la deuxième condition, c'est d'avoir 16 ans. Ou si c'est la conduite d'un chariot élévateur sur un chantier de construction, c'est 18 ans. Donc, si ces deux conditions-là ne sont pas respectées, un jeune ou un plus vieux travailleur, peu importe l'âge, mais il faut que ces deux conditions-là soient respectées pour que le travailleur puisse utiliser un chariot élévateur. On poursuit. Je vais y aller avec une petite question vrai ou faux. Je sais que vous n'avez pas la possibilité de lever la main ou de dire si c'est vrai ou faux, mais réfléchissez-y dans votre tête, puis je vais vous donner la réponse par la suite. Comme travailleur, j'ai l'obligation d'exécuter toutes les tâches qui me sont confiées par mon supérieur, à moins d'avoir un billet médical faisant état d'une incapacité à effectuer ce travail. Donc, selon vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Je vois des noms de la tête. Ceux qui disent que c'est faux, vous avez raison. Ah, puis ça m'amène à vous parler du droit de refus. Parce que dans la loi sur la santé et la sécurité du travail, à l'article 12 de la loi, on dit que un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un danger semblable. Je vais vous donner un exemple quand même assez simple. Si votre jeune travaillait, exemple, il y aurait des travaux de démolition, puis il y aurait une pelle mécanique qui est en train de défaire un mur de briques. Si le gérant demanderait à votre jeune, écoute, est-ce que tu pourrais aller ramasser les débris pendant que la pelle mécanique travaille? Bien, votre jeune aurait le droit de dire non, moi, je ne vais pas ramasser les débris parce qu'il y a un danger pour ma santé et ma sécurité. Donc, quand le jeune exerce un droit de refus,
il y a quand même des conditions à respecter. La première, c'est d'aviser immédiatement son supérieur et lui donner les raisons du refus de travail. Puis la deuxième condition, c'est de demeurer sur les lieux du travail pour effectuer d'autres tâches. Hein, le jeune ne pourrait pas dire « je refuse de faire les tâches », puis il s'en irait manger avec sa gang de chums au McDo. Il n'aurait pas le droit de faire ça. Il faut vraiment qu'il demeure sur les lieux de travail à ce moment-là. On va poursuivre avec une question, une mise en situation. Encore, répondez-y dans votre tête. Si tu as un accident à ton travail, même si c'est une simple coupure, dois-tu aviser ton employeur? La réponse, c'est oui. Et comment on fait pour la suite? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident de travail? La première étape, c'est d'aviser l'employeur ou la personne responsable qui est dans le milieu de travail. Comment on fait ça? En complétant le registre d'accident ou d'incident. Ce registre-là, on le retrouve dans la majorité des entreprises. S'il n'est pas exactement comme ce qui est affiché à l'écran, il va avoir une autre tournure, mais en autant qu'il y a un registre pour que le jeune puisse consigner par écrit son accident ou son incident, c'est parfait. Puis, c'est sûr que s'il y a une blessure plus grave, bien là, il va avoir une demande de réclamation à faire à la CNESST. Et pourquoi on doit tout consigner? Il y a 3 raisons. En fait, ça devrait apparaître. Pour être payé par la CNESST s'il y a arrêt de travail. La deuxième raison, c'est pour être protégé s'il y a des complications, parce que ça se pourrait que votre jeune, exemple, qui travaille comme cuisinier, se coupe le samedi à son travail, qu'il désinfecte, qu'il met un plaster là-dessus, un pansement, qu'il s'en va chez lui, puis que le lundi ou le mardi, l'infection se met dans sa blessure, bien, à ce moment-là, il va devoir aller consulter, puis il va pouvoir faire sa demande à la CNESST. Mais s'il ne l'a pas déclaré en premier lieu, c'est sûr que le lien va être dur à faire entre l'accident de travail ou un accident à la maison. Puis la troisième raison, c'est pour éviter que l'accident se reproduise. Si, par exemple, ça fait 3 fois qu'il y a des accidents sur une telle machine dans l'entreprise, l'employeur va devoir vérifier qu'est-ce qui se passe avec la machine. Est-ce que c'est parce qu'il y a un garde qui n'est pas là? Est-ce que les jeunes ne savent pas comment l'utiliser, la machine? Est-ce qu'il y a eu une formation pour l'utilisation, etc. Donc, on y va avec la suite. Quand tu commences un nouvel emploi, poser des questions, c'est normal. Donc, quand vous allez avoir des discussions avec vos jeunes, ce qui est important de retenir, c'est que quand ils commencent un nouvel emploi, de poser des questions, là, ils ne paraîtront pas stupides, ils ne paraîtront pas idiots, ils vont plutôt avoir l'air responsables puis intéressés par la santé et la sécurité dans le milieu de travail. Puis, tu sais, c'est la même chose, c'est les questions pour les normes du travail et l'équité salariale aussi. Puis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise question. L'important, c'est qu'il y ait une personne de confiance dans l'entreprise pour aller poser les questions qu'ils ont, qui leur passent dans la tête. Donc, pour finir, si vous avez des questions, sachez qu'on a un inspecteur de garde du lundi au vendredi à la CNESST qui peut répondre à vos questions, sauf les jours fériés. On a sur notre site Internet vraiment tout ce qui a trait à la santé et la sécurité. On est présent sur tous les réseaux sociaux qui existent actuellement et je veux attirer votre attention sur l'onglet « Jeunes au travail ». C'est un onglet qui fait partie de notre site Internet, mais c'est vraiment destiné aux jeunes de 12 à 24 ans. Il y a des applications comme Rémi nous parlait tantôt, l'application MaPaye, l'application Secouriste en milieu de travail. Il y a un quiz de 25 questions que vous pouvez faire avec votre jeune. Vous répondez, la question est là, vous répondez, puis par la suite, vous avez la réponse. On a des vidéos pour les 3 secteurs, normes, équité salariale et santé, sécurité au travail. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette section-là, jeunes au travail, pour pouvoir avoir de l'information puis discuter avec vos jeunes par la suite. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Martine. Je vous invite, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous avez le module questions-réponses que vous pouvez aller écrire votre question dans le bas de votre fenêtre Zoom. Soyez pas gênés, on va avoir le temps d'y répondre. Donc, je laisse la parole à Josée. D'accord, merci. Merci Martine, merci Rémi. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, parce que ça marquait d'activer mon son. On t'entend très bien, Josée. OK, super. Donc, parlant de m'entendre bien, je suis à l'école secondaire sur l'heure du midi. Donc, si vous entendez des petits bruits, c'est possible là, dans le corridor que les jeunes se fassent entendre. Donc, ça me fait plaisir d'être là pour vous parler de la conciliation études, travail et vie personnelle parce que c'est vraiment la réalité des jeunes. On l'a vu avec les statistiques que Sophie a présentées tantôt, d'être présents sur le marché du travail tout en étant à l'école. Et il y a vraiment des avantages et des inconvénients de cette situation-là. Je vais commencer par aborder les avantages. Idéalement, là, pour que ce soit optimal, un jeune qui travaille et qui va à l'école devrait travailler environ 10-15 heures par semaine. Ça lui permet de découvrir un environnement de travail, donc la réalité du marché du travail. Ça lui permet de développer des bonnes conduites à adopter en milieu professionnel, courtoisie, langage approprié, respect de l'horaire au travail. Et vous le vivez au quotidien quand vous croisez des jeunes sur le marché du travail, à l'épicerie ou dans des magasins. Il y en a qui ont plus le tour d'aborder les gens et tout ça, mais ils sont en apprentissage. Donc, ça fait partie de développer des compétences en milieu professionnel. Donc, ça leur permet aussi d'établir de bonnes relations avec des collègues, avec un patron. C'est quoi avoir un patron? Augmenter son estime de soi grâce à la reconnaissance que lui témoignent ses patrons, ses collègues, les clients. Donc, oui, ils viennent à l'école. C'est leur deuxième plus grand milieu de vie, l'école, mais le milieu du travail permet aussi d'avoir une reconnaissance au niveau de l'estime de soi. Et c'est là que des fois, ça peut être un peu dangereux pour un élève qui, parfois, ça ne va pas super bien à l'école, c'est difficile, il en arrache un petit peu, il y a des commentaires parfois négatifs de ses enseignants. Et là, sur le marché du travail, ça va bien, c'est un bon travailleur, il y a des commentaires positifs. Fait qu'il se valorise beaucoup par le marché du travail. Fait que ça, c'est bien pour le jeune, mais ça sera des discussions à avoir avec votre enfant. Développer des compétences relationnelles, comme une plus grande facilité à s'exprimer en public et encourager l'entraide entre collègues. Développer d'autres compétences aussi parce que vos jeunes ne travaillent pas nécessairement avec le public, donc d'autres compétences sur le plan du travail, mais aussi l'autonomie, sens des responsabilités, débrouillardise, développer leur sens d'organisation, ce qui peut se refléter aussi dans leurs études et dans la planification. Ça permet aussi d'augmenter leur autonomie financière, au grand bonheur des parents, parce que là, ils se font des sous, fait qu'ils peuvent se payer des trucs eux autres mêmes, la facture de cellulaire et tout ça, fait que les parents sont contents aussi quand le jeune est rendu là dans un petit peu plus d'autonomie financière. Et c'est aussi l'avantage aussi de permettre une meilleure connaissance de soi et de ses intérêts professionnels. Je le vois dans ma pratique, là, quand je rencontre les élèves, le fait qu'ils travaillent, qu'ils ont eu une ou plusieurs expériences de travail, bien, ces expériences-là leur permettent de mieux se connaître, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent pas. Fait que c'est toujours gagnant. Je conseille aux élèves d'essayer, ça peut être le travail, mais ça peut être du bénévolat ou toute autre expérience, d'essayer des choses. C'est gagnant pour la connaissance de soi et pour éventuellement un choix de carrière. Ceci dit, il y a aussi des inconvénients à travailler en même temps qu'être aux études. Et les risques sont plus élevés si le jeune travaille plus de 15 heures par semaine. Et on le voit, il y a quand même plusieurs jeunes qui dépassent le 15 heures par semaine. Les inconvénients, c'est que par la force des choses, les élèves ont moins de temps disponible pour étudier, faire leurs devoirs, leurs travaux, etc. Ils ont moins de temps libre aussi pour leurs amis et leur famille. Donc, c'est une diminution des activités sociales qui se passe à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention. Moins de temps pour les sports et les loisirs parce qu'ils mettent du temps au travail. Donc, souvent, il peut y avoir une baisse de l'activité physique. Assurément, à tout coup, il y a une augmentation de la fatigue et du stress.
plus on travaille, plus les jeunes risquent d'être fatigués. Augmentation du niveau de préoccupation, justement parce que là, le travail les préoccupe. Là, ils doivent gérer tout ça, le travail, les études en même temps, les amis, ils ont moins de temps. Ça suscite des préoccupations. Le risque de privation de sommeil. Donc, des fois, je le vois dans ma pratique, là, des élèves qui travaillent beaucoup, qui travaillent sur les fermes, dorment moins, ont plus de difficultés à se concentrer en classe. Donc, c'est normal que ce soit plus difficile pour eux autres. Puis, on va le voir, des fois, ils risquent de prendre du retard dans leurs travaux scolaires ou même des fois d'étudier le soir ou la nuit pour reprendre le retard perdu. Donc, ils arrivent à l'école plus fatigués. Donc, c'est plus difficile de se concentrer et de mettre l'accent sur la réussite. C'est plus difficile à ce moment-là. Donc, je le dis, prendre du retard dans les travaux scolaires risque de diminuer son rendement à l'école et donc d'échec. Parce que si on a une baisse de rendement, on est plus qu'à risque d'échec. Quand on a des échecs, ça vient jouer sur notre motivation scolaire, surtout quand ça va bien au travail. Donc, là, il faut faire attention. Et risque de développer de mauvaises habitudes de vie. Les élèves qui travaillent beaucoup, qui sont fatigués, des fois, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger, vont manger plus du fast-food. Oh, ils ont une petite baisse d'énergie. On va starter le matin avec un Red Bull ou un Monster pour se donner de l'énergie. Voire même, là, ça peut aller jusqu'aux drogues et à l'alcool pour des fois relaxer ou tout ça. Fait que ça, il faut faire vraiment attention à ça. Par la suite, ceci dit, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Maintenant, comme parent, vous avez vraiment un rôle important à jouer auprès de votre jeune parce que c'est vraiment bien le travail, mais il faut garder l'équilibre. C'est ça qui est important dans tout ça. Donc, comme parent, votre rôle à jouer, c'est vraiment de discuter avec votre jeune pourquoi il veut travailler, surtout avec les plus jeunes, là, quand ils commencent, pourquoi ils veulent travailler, puis de jaser avec eux autres, qu'est-ce qu'ils vont devoir sacrifier. Parce qu'il y a 168 heures dans une semaine. Fait que s'ils en mettent pour le travail, c'est sûr qu'ils doivent en mettre moins ailleurs. Donc, est-ce que c'est pour se payer des choses, pour se changer des idées de l'école, pour développer leur sens de responsabilité, justement, acquérir de l'expérience, simplement parce qu'ils en ont envie, pour se ramasser de l'argent? Fait que c'est des discussions à avoir avec leurs jeunes, de voir leur motivation à travailler. Et parallèle à ça, il faut discuter avec notre jeune aussi pour savoir c'est quoi sa perception de l'école et des études. Est-ce que c'est important pour lui? Parce que, comme je le disais tantôt, des fois, le travail vient prendre beaucoup de place parce qu'ils se valorisent là-dedans, parce que là, ils font de l'argent, ils aiment ça, mais l'école doit demeurer la priorité parce que c'est en allant plus loin dans ses études qu'il va pouvoir développer son autonomie parce qu'il va pouvoir aller faire le programme qu'il aime, le métier qu'il aime. Et c'est avec un métier comme ça qu'il va apprécier, qu'il va développer toute son autonomie puis arriver à être heureux. Donc ça, c'est vraiment des questions de fond à avoir avec nos jeunes. Aidez votre jeune à déterminer le nombre d'heures qu'il consacre à son emploi. C'est des questions qui reviennent souvent de la part des parents. C'est quoi l'heure que mon jeune doit travailler? Et ça, c'est vraiment relatif à chaque jeune. Donc, moi, je dirais que pour les plus jeunes, moins de 10-12 heures par semaine, maximum 15 heures par semaine pour les plus vieux. Mais on sait qu'il y a des élèves qui sont peut-être capables d'en prendre plus. Puis on sait qu'il y a des élèves qu'eux autres, 4 heures par semaine, ça va être assez. Donc, il faut s'ajuster au vécu du jeune. Si votre enfant a des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, ou qui pratique un sport de compétition qui lui demande beaucoup de temps et d'énergie, c'est peut-être préférable de consacrer un peu moins d'heures à un travail. Et ça dépend du type d'emploi aussi. Les emplois qui sont très physiques, à un moment donné, un jeune ne peut pas faire 20 heures par semaine, en plus d'aller à l'école et tout ça. Donc, c'est à prendre en considération, c'est selon vraiment chaque jeune. Un point très important, apprendre à votre jeune à gérer son temps et à s'affirmer. L'utilisation de l'agenda, vos jeunes en ont tous un, ils ne l'utilisent pas tous. Ils doivent vraiment apprendre à l'utiliser au maximum. Donc, ils ont des choses à faire, ils doivent l'écrire dans l'agenda, qu'est-ce qu'ils ont à faire et quand ça doit être fait et quand est-ce qu'ils vont prendre le temps de le faire, ce travail-là, ou ce qu'ils ont à faire. Donc, ils doivent utiliser l'agenda comme il faut
pour se garder du temps, pour équilibrer le tout, les activités, les loisirs, le travail et l'étude à travers ça. Il y a ici, là, dans le deuxième point, l'utilisation de l'outil planification et gestion en version papier. Il est en diapositive à la fin. Puis il y a une version virtuelle que vous pourrez avoir accès en cliquant sur l'adresse suivante. Dans le fond, c'est vraiment le fun, cet outil-là, parce que va apparaître un graphique sous forme de sphère avec des pointes de tarte, avec tous les aspects de la vie du jeune. Et donc là, on a un 168 heures qui complète notre graphique. Et là, il y a des portions associées au sommeil, au travail, aux amis et tout ça. Puis on a ce qui devrait être normal. Et vous, en répondant aux questions, le nombre de temps qu'il consacre à chaque sphère de sa vie, là, vous allez pouvoir voir visuellement, oups, ça déborde, justement, il travaille trop. Oh, il n'y a pas assez d'études. Et ça donne vraiment un beau visuel pour pouvoir essayer d'ajuster les choses avec votre jeune. Et le dernier point, c'est être capable de dire non à son employeur. Vous le savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, des fois, les employeurs ont de la difficulté à avoir des jeunes qui ne rentrent pas, c'est difficile. Fait qu'ils peuvent mettre une certaine pression sur votre enfant. Bien là, je suis vraiment mal pris, là, je suis vraiment dans le marde, parce que là, il y en a un qui ne rentre pas, il faudrait vraiment que tu me dépannes, j'ai besoin de toi. Puis, c'est pas facile pour un jeune de dire non, je peux pas, parce que tu sens, tu sais qu'il t'apprécie, puis tu le comprends aussi qu'il a besoin, mais être capable de s'affirmer, de dire non, bien, c'est votre rôle de parent de montrer ça à votre enfant, de faire ça. Oui, il va voir le positif, bien, je vais faire de l'argent de plus, tout ça, mais il y a toujours un côté négatif à ne pas s'affirmer. On en prend plus, ça nous pèse sur les épaules, puis on a moins de temps pour d'autres choses aussi. Apprendre à vos enfants à s'affirmer face à l'employeur, mais dans la vie de tous les jours aussi, c'est super important. Pour l'autre diapositive, encouragez votre jeune à trouver un employeur conciliant. Donc, ça fait suite à ce que je viens de dire. Donc, un milieu de travail où c'est possible de s'absenter du travail en cas de besoin, choisir le nombre d'heures maximum de travail par semaine qu'on veut faire, les employeurs qui permettent un arrangement possible entre collègues de travail. Mais moi, finalement, j'ai un spectacle vendredi, je ne peux pas être là, il change son horaire avec un autre jeune qui peut. L'employeur, lui, l'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui travaille, fait que s'il y a des arrangements, tant mieux. Et d'être capable de limiter volontairement les disponibilités de travail de manière à se réserver du temps libre pour étudier tout ça. Des fois, là, on le voit chez nos jeunes. Au cégep, c'est encore plus important dans les fins de session et tout ça, des fois de demander d'être libéré parce que là, on a une surcharge, on a plus d'études parce que c'est la fin de l'étape et tout ça, on a moins de disponibilité. Donc, il y a des employeurs, on a des concours, là, on est dans les journées de la persévérance scolaire, fait qu'il va y avoir le concours, mon boss, c'est le meilleur, mais il y a vraiment des employeurs qui sont accrédités, là, employeurs conciliants. Fait que ça, je vous invite à regarder, à discuter de ça avec vos jeunes parce qu'il y en a des employeurs conciliants dans vos régions et c'est un plus de travailler pour ces employeurs-là. Être à l'affût aussi des signaux d'alerte si votre jeune étudie la nuit pour compenser son horaire trop chargé. Il n'y a pas le temps, fait qu'il dort moins pour étudier. N'étudie plus, justement parce qu'il manque de temps ou il n'y a pas d'énergie pour le faire. Votre jeune qui a de la difficulté à se lever le matin à cause de la fatigue, parce que des fois, on a tous de la difficulté le matin, mais des fois, on est plus, c'est vraiment plus de la fatigue due au travail. Devient de mauvaise humeur, susceptible, irritable. Bon, c'est pas mal les ados. Ils ne sont pas tous comme ça, mais ils ont tendance, ils peuvent être susceptibles ou irritables, mais si vous remarquez vraiment un changement de comportement soudain, là, il faut être à l'affût et poser des questions parce que je vous le dis, dans ma pratique, j'ai vu des élèves en épuisement professionnel qui travaillaient 20 heures, 25 heures, en plus de venir à l'école 30 heures par semaine. Donc, un jeune de 15 ans, 16 ans qui travaille 55 heures par semaine, ça n'a pas de bon sens. Et quand ça dure sur une longue période de temps, c'est vraiment difficile. Donc, quand il y a des changements au niveau du comportement, soyez à l'affût de ça. Ça peut être des indices qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si vous vous mettez à recevoir des mémos des enseignants, l'effet qu'il manque de concentration dans les cours, s'endort sur le pupitre, n'a pas remis ses travaux et tout ça,
Donc, c'est peut-être que le travail prend trop de place, n'a plus envie d'aller à l'école, semble découragé et déprimé, n'a plus envie de sortir parce qu'il est trop fatigué. Donc, ça, il faut être à l'affût et discuter et demander de l'aide aussi à ce moment-là, si c'est des choses que vous percevez chez vos jeunes. Votre job de parent, c'est de vous assurer que votre jeune puisse faire son travail principal. Son travail principal, c'est d'étudier. C'est ça le plus important. Donc, à retenir, après tout ce que j'ai dit, un trop grand nombre d'heures travaillées peut avoir un impact sur la santé mentale des jeunes. Moi, j'ai parlé d'épuisement tantôt. Ça peut être de l'anxiété aussi, beaucoup de stress, ça peut jouer. Les jeunes qui travaillent n'ont pas toujours la maturité psychologique pour les responsabilités qu'on leur demande. Fermer un commerce, superviser un employé plus jeune. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Les jeunes subissent souvent une pression, j'en ai parlé tantôt, pour travailler davantage d'heures afin de combler les besoins criants de main-d'œuvre. Donc, si le jeune est capable de s'affirmer, ne pas avoir à subir cette pression-là. On voit de plus en plus de jeunes quitter l'école avant la fin de leur cours pour aller travailler ou même manquer des cours pour aller travailler. C'est pas la bonne chose à faire. Puis il y a des parents même qui vont motiver ça. Ben oui, là, mon jeune, il travaille parce que l'employeur est mal pris, fait qu'il va finir plus tôt aujourd'hui. C'est vraiment pas favoriser la réussite des jeunes de faire ça. Les emplois à temps plein, maintenant, sont fractionnés en emplois à temps partiel pour permettre à des étudiants de le faire. Donc, c'est pas optimal nécessairement pour les jeunes. Pour les plus vieux, là, dans certains programmes, les étudiants sont tellement sollicités par le milieu de travail qu'ils sont enclins à ne pas finir leur diplôme pour pouvoir tout de suite accéder sur le marché du travail. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui invente ça. J'ai fait des lectures, ça s'appuie sur des études et tout ça, mais des études corroborent que de travailler plus de 15 heures par semaine augmente les chances de stress, d'anxiété, de retard scolaire, d'échec et ultimement de décrochage scolaire. Le risque de décrochage grimpe à 41% chez les jeunes secondaires qui travaillent plus de 21 heures par semaine en étant aux études à temps plein. Et, étonnamment, d'après les recherches, un jeune réussit mieux à l'école avec un emploi de moins de 15 heures par semaine qu'un jeune qui n'est sans emploi. Pourquoi? Parce que le jeune qui travaille 15 heures par semaine, que ça va bien, est habitué à s'organiser, à gérer son horaire, gérer ses temps de travail et tout ça, gérer son temps d'études, peut-être même plus qu'un étudiant qui n'a pas d'emploi, mais qui ne fait rien puis qui se gère pas nécessairement. Donc, c'est prouvé que de travailler moins de 15 heures par semaine réussisse mieux qu'un élève qui n'a pas d'emploi du tout. Voilà, ça fait le tour. La dernière diapositive, ça peut être un outil intéressant. Donc, le fait de vraiment mettre en couleur un peu le temps qu'il consacre à son sommeil, à ses études, à son transport, ses déplacements, à ses activités de loisirs et tout ça, on peut voir des fois que il n'y a pas beaucoup de place pour l'étude ou les amis et tout ça. Et là, donc, il y a un déséquilibre et c'est important d'équilibrer ça parce que ce sont des jeunes avant tout. Ils ont besoin d'activités sociales, ils ont besoin de se reposer, tout ça. Donc, tout ça est à prendre en considération. Dans le fond, c'est une question d'être équilibré, d'équilibrer justement la conciliation, travail, études et la vie personnelle aussi, parce que c'est 3 aspects importants. Voilà pour ma part, je vais être disponible aussi pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Josée. Merci à vous 3. Je ne sais pas comment vous recevez toute cette information-là, mais moi, je constate qu'il y a vraiment plusieurs éléments là, à considérer quand on parle de travail de nos jeunes. On a tous un rôle à jouer comme parents, comme employeurs, comme intervenants autour du jeune. Donc, voilà, merci beaucoup pour la générosité de ce partage d'informations. Pour les parents qui nous écoutent et autres intervenants, il y a 2 sites intéressants que vous pouvez consulter pour aller plus loin dans vos recherches. Trouve-ta-ressource.com et alloprof.qc.ca, donc la section parents. Vous allez trouver une mine d'or d'informations pour bien accompagner votre jeune.
Donc, n'ayez crainte, là, on va vous renvoyer les liens là, dans le courriel avec la rediffusion du webinaire, puis possiblement là, le PowerPoint. Donc, je me tourne vers mon collègue Louis-Philippe. Est-ce qu'on a des questions? Oui, absolument. La première s'adresse à M. Leclerc. Donc, c'est Alison qui demande quelle serait une intervention appropriée si je constate que mon élève travaille entre 23 heures et 6 heures à l'occasion. Bien, prime abord, on favorise la discussion avec l'employeur, responsabiliser le jeune. Les droits et obligations ne sont pas à sens unique. Lui aussi doit connaître ses obligations. Dans ce cas-ci, ce serait des obligations de fréquentation scolaire selon la loi sur l'instruction publique. Donc, l'informer, il ne le sait peut-être pas, et ensuite peut-être voir avec l'employeur si l'élève peut discuter avec l'employeur et avoir d'autres quarts de travail qui ne mettraient pas en infraction ses quarts de travail, autrement dit. Très bien, merci beaucoup. Deuxième question d'un spectateur anonyme. Elle s'adresse au panéliste qui saura prendre la balle au bon. Donc, est-ce qu'il y a une règle qui dicte combien de temps en avance un employeur doit fournir l'horaire de travail? Oui, assurément, ça, c'est pour moi. Il n'y a aucune obligation qui oblige l'employeur à fournir un horaire 5 jours à l'avance. Par contre, je me référerais à la durée maximale du travail. Si vous voulez plus de précision, article 59.0.1, alinéa 3. Donc, le travailleur pourrait effectivement refuser de travailler si on ne l'avise pas 5 jours à l'avance. Il faut garder en tête que la nature des activités pourrait effectivement ne pas permettre à l'employeur de donner un horaire de 5 jours à l'avance. On parle du travail agricole où la denrée doit être récoltée maintenant. On parle aussi des quarts sur appel, peut-être dans les CI 3 ou 4S, où là, on est sur la liste de rappel, il faut y aller tout de suite, on nous appelle. Donc, il n'y a pas d'obligation. Encore là, on ouvre la discussion avec l'employeur, on lui parle. C'est une réalité difficile, oui, manque de main-d'œuvre, il y a des gens qui appellent malades, on a besoin de combler. Lui, il pourrait demander la journée même de travailler. Mais le travailleur, de son côté, pourrait refuser. S'il est sanctionné suite au droit qu'il fait valoir, il pourrait avoir un recours en pratique interdite. Très bien. Alors, est-ce que les blessures des jeunes augmentent quand le nombre d'heures travaillées est supérieur à 15 heures semaine ou ce n'est pas relié? Bien, je peux m'avancer. Écoute, on n'a rien par rapport à ça. J'ai rien lu. On n'a pas d'études par rapport au nombre d'heures versus les blessures. Les accidents, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent les nouveaux travailleurs qui se blessent. Donc, moins de 6 mois. Quand ça fait moins de 6 mois qu'ils sont à l'emploi, c'est souvent le moment où ils se blessent le plus. Ça fait le tour des questions. Si tu veux reprendre la parole, Sophie. Moi, j'en ai une question. Est-ce que c'est une bonne idée pour moi, comme parent, d'intervenir si je trouve que l'employeur de mon enfant le fait trop travailler, tu sais, que j'observe une surcharge dans son horaire de travail? Faut-tu que je laisse mon jeune s'organiser avec ses troubles, comme on dit, ou je devrais intervenir? Peut-être que tu voulais y aller, Rémi, mais je pense que ce qu'on répondrait d'emblée, c'est que la discussion, c'est vraiment d'inviter le jeune à discuter avec son employeur, mais vous n'êtes pas exclu du processus parce que si c'est en bas de 14 ans, vous avez probablement signé le document que Rémi parlait tantôt. L'autorisation parentale. C'est l'autorisation parentale, fait que vous êtes dans le processus aussi en tant que parent, puis n'attendez pas que le pire se produise non plus. Là. Je pense que c'est la discussion qui est l'élément principal. José aussi pourrait peut-être rajouter quelque chose. Oui, bien, ce que je pourrais rajouter, c'est que ça dépend vraiment du jeune. Il y a des jeunes qui sont moins à l'aise d'apporter ça, de s'affirmer, de prendre la place et de pouvoir expliquer ça à l'employeur. Donc, le parent doit coacher son jeune à être capable de faire ça. Des fois, le jeune ne voudra pas le faire parce que lui,
Lui, ça fait son affaire. De travailler, il fait de l'argent, puis même si vous avez des inquiétudes, là, à ce moment-là, c'est pas mauvais pour un parent d'appeler un employeur puis de dire je suis inquiète, mon jeune il est fatigué, mais je sais qu'il aime ça travailler, tout ça, mais de mon côté, je suis inquiète. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aménager son horaire ou d'apporter des changements? C'est des choses qui peuvent se faire, je pense. Sophie, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question qui vient de se rajouter? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que l'employeur doit compenser un employé qui est de garde, pardon, par exemple la restauration? Ben, écoutez, il manque d'éléments dans la question pour pouvoir y répondre précisément. C'est à la discrétion de l'employeur. Du moment qu'il paye le salaire minimum, c'est à la discrétion de l'employeur d'octroyer des primes. Ça peut être une prime de soir, une prime de nuit. Donc, ça reste dans le droit de gestion. Je ne pourrais pas en dire plus là, avec les éléments qu'on a dans la question. Y a-tu, j'ai une question qui me vient en tête, là, quand j'étais plus jeune, dans mon jeune temps, il me semble, là, il y avait une règle, puis là, je me souviens plus si c'était dans les normes du travail ou, si je me présentais à mon travail, puis que je me faisais couper après 2 heures, que j'avais commencé mon quart de travail parce qu'il n'y avait pas de clients ou que l'employeur avait plus besoin de moi, il devait me payer 3 heures. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore? Indemnité de présence, effectivement, C'est c'est ça. dans la loi sur les normes du travail. C'est que si un quart de travail est prévu et qu'il est plus de 3 heures et qu'on se présente sur place et pour un facteur hors de contrôle de l'employeur, on doit mettre fin au quart de travail. Ça ne sera pas payé. Ça peut être une tempête de neige, panne d'électricité. Par contre, si c'est la volonté de l'employeur d'y mettre fin par manque de travail ou pour autre cause, là, on doit payer une indemnité de 3 heures minimum. Sachez par contre que l'employeur pourrait définir un quart de travail de 2 heures à l'avance et il y aurait seulement que 2 heures à payer dans ce cas-ci. Merci pour la précision. Est-ce qu'on a une autre question, Louis-Philippe, avant de conclure? Non, c'est tout. Tu peux conclure. Ben, moi, si je voulais ajouter quelque chose, on parlait de conciliation travail-études. Là, on parlait, c'est sûr, en temps scolaire. L'été, là, c'est sûr que les jeunes peuvent travailler plus quand même, plus d'heures et tout ça, parce que là, ils ont plus de temps pour se reposer. Mais il faut garder à l'esprit que l'été, c'est fait aussi pour se reposer de la période scolaire. Donc, faut pas leur en... C'est des jeunes, il ne faut pas leur en demander trop non plus. Donc, tout ce que j'ai dit s'applique quand même. Regardez s'il y a un changement de comportement, s'il y a de la fatigue et tout ça, parce que l'été, on peut travailler plus, mais on doit se reposer et on doit en profiter pour s'amuser aussi. Vous permettez, j'aimerais rajouter quelque chose très, très, très important. Notez vos heures. Il ne sera pas possible de comparer les heures travaillées avec les heures payées si vous n'avez rien noté. Merci. Et l'application MaPaye est vraiment l'outil idéal pour ça. C'est une application que les jeunes peuvent mettre sur leur cellulaire. Ils rentrent leur horaire de travail, ça calcule les jours fériés, les indemnités pour jours fériés. C'est vraiment une application complète. Là. Je vous invite vraiment à la mettre sur votre cellulaire, l'essayer en tant que parent, puis vous allez voir que c'est vraiment bien comme application. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci. On a fait un beau tour d'horizon, je pense, ce midi sur le travail des jeunes. Merci. Au nom de Cosmos, je tiens à vous remercier, M. Leclerc, Mme Bernier, Mme Chouinard. Vous avez généreusement répondu aux questions de nos participants. Merci beaucoup aussi à Ludovic, Sarah, Mélanie, Louis-Philippe, mon comité de soutien qui a donné un fier coup de main à l'organisation et au bon déroulement du webinaire. Avant de quitter, un petit dernier sondage d'appréciation de 3 petites questions. Et merci d'y répondre avant de partir. À titre de rappel, je vous informe aussi que vous recevrez un courriel comportant les différents documents, les liens, les outils qu'on vous a présentés. Puis, je vous laisse à votre fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être fortement engagés dans la réussite scolaire de vos jeunes.
Je vous rappelle, c'est les journées de la persévérance scolaire qui se terminent demain et nous vous invitons à rester actifs dans l'accompagnement de vos jeunes parce que bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer. Merci, bonne fin de journée. Merci tout le monde. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.